Bonjour et bienvenue, je suis Pascal Chaumette, je suis directeur de la start-up d'État Diagoriante et je vais co-animer cet atelier avec Joël Pochelu de l'Académie de Versailles. Et je voudrais démarrer par une citation. En préparant cet atelier, j'ai trouvé une citation qui est très intéressante, qui illustre bien en fait le thème de notre atelier. Donc, c'est pas tout à fait récent, hein. C'est une citation de Émile Durkheim qui, dans son écrit, aborde tout ce qui peut impacter, tous les facteurs qui impactent les modes de décision des individus. Et ce qu'il dit, c'est ce qui nous dirige, ce ne sont pas les quelques idées qui occupent présentement notre attention, ce sont tous les résidus laissés par notre vie antérieure, ce sont les habitudes contractées, les préjugés, les tendances qui nous meuvent sans que nous nous en rendions compte. Voilà, les résidus de notre vie antérieure qui parfois nous dominent, alimentent l'autocensure, fabriquent des croyances limitantes. Et nous avons choisi d'afficher ça dans le titre de manière un peu incantatoire, car elle traverse cette dimension-là, tous les cas d'usage qu'on va vous présenter. Il s'agit d'adultes fragilisés, des élèves en SECPA au collège, des agents publics fragilisés qui s'interdisent d'aller vers. Alors pour relever ce défi, vous allez découvrir 4 témoignages qui vont vous apporter un éclairage sur une démarche pédagogique autour des compétences graduées et instrumentées par une plateforme numérique. Et nous aurons la chance à la fin de ces 4 témoignages d'avoir une synthèse et puis une conclusion de Maria de Ferrari, qui est à l'initiative de ces travaux depuis plus de 15 ans autour de la démarche graduée des compétences. Et puis Stéphane Vince, de l'agenda européen de la formation des adultes, qui nous fera une grande annonce en termes d'appel à manifestation d'intérêt pour la suite, les suites à venir, et puis comment on accompagne les professionnels. Mais avant cela, en fait, ce que je vous propose, c'est de découvrir de manière très rapide 2 contextes. Un contexte autour de Diagoriante et un contexte en fait qui s'intéresse au référentiel RecTech. Alors d'abord, Diagoriante, un mot sur Diagoriante qui est une plateforme en ligne qui est gratuite et qui accompagne l'orientation professionnelle des jeunes de 15 à 25 ans. Donc, il s'agit en fait pour cette plateforme d'outiller les professionnels qui accompagnent les jeunes dans les champs de l'insertion, de l'engagement, du monde scolaire. La plateforme permet de travailler l'exploration de ces expériences, quelles qu'elles soient, et de les valoriser en termes de compétences transversales. Donc, il y a tout un accompagnement pédagogique qui permet de comprendre comment en fait repérer des compétences transversales, comment les graduer, comment objectiver, et puis de mettre ça en perspective pour des parcours vers l'emploi, vers la formation. Alors, l'originalité de cette plateforme, c'est qu'elle propose également de la géolocalisation de stages, de PMSMP, et ça permet à des jeunes en fait de voir qu'à côté de chez soi, il est possible de se tester dans un métier et d'avoir comme ça cette carte de compétences qui permet d'approcher le monde de l'emploi. La démarche Diagoriante en fait se déploie dans différents types de dispositifs d'accompagnement, évidemment, vous voyez par exemple avec les EPID ou avec l'AFPA, où là en fait on outille et on accompagne en fait tous les staffs pédagogiques sur une démarche qui vient parfois percuter ce qui existe déjà, parce qu'on est sur une démarche éducante où on apporte de la réflexivité. Donc il y a un fort enjeu, je dirais, éducatif sur le travail d'orientation. Il y a également des travaux autour de l'engagement avec le service civique. Tout récemment, les agences Pôle emploi vont recourir à la carte de compétences pour objectiver les missions que les jeunes en service civique occupent dans les agences. Et tout dernièrement, on travaille également dans le champ du recrutement avec des projets qui sont assez exceptionnels, notamment pour les Jeux Olympiques, le recrutement de jeunes dans le cadre de la préparation des JO avec des bénévoles et le comité départemental du 93. Alors d'où on vient en fait? Aujourd'hui, on est une start-up d'État, mais avant de devenir une start-up d'État, on avait une histoire. Depuis 10 ans, on travaille autour des compétences et ça nous est venu par les programmes européens. On est là sur un séminaire qui concerne la formation professionnelle, les 50 ans de la loi Delors. Et c'est bien Jacques Delors également, en tant que président de la Commission européenne, a ouvert les partenariats européens pour faire en sorte que les pays s'organisent autour des questions de l'éducation et de la formation professionnelle. Et c'est ça qu'on a investigué pendant pas mal d'années avec des projets de transfert d'innovation, de recherche, de projets d'innovation, où on a cherché à tester comment en fait on pouvait stabiliser une pédagogie qui recourait au numérique et qui permettait en même temps aux personnes d'être acteurs et auteurs de leur parcours
et avec l'idée derrière de pouvoir en fait faciliter aussi le travail pour des acteurs qui ne sont pas forcément psychologues du travail, qui n'ont pas forcément, je dirais, toutes les billes pour pouvoir mener un travail d'investigation des compétences qui est parfois complexe à mener. Et on est arrivé dans ce champ-là parce qu'à un moment donné, la Commission européenne a demandé à tous ces acteurs qui bénéficiaient des fonds européens pour la mobilité de mettre en avant les compétences. Et on s'est aperçu que beaucoup de pratiques intuitives s'appuyaient sur des modalités de repérage des compétences qui étaient parfois liées à des tests ou parfois trop sur la personnalité. Et ce qu'on a voulu faire, c'est un travail qui permettait de pouvoir être dans une démarche inductive où on part des expériences et on remonte vers les référentiels. Parfois, c'est beaucoup plus simple pour les jeunes, notamment, d'être dans cette démarche. Et tout naturellement, on s'est intéressé à l'approche des compétences graduées, donc initiée par Mariella de Ferrari, qui préexistait à tous nos travaux. Et on s'est croisés et puis on a participé à un programme européen RecTech qui nous a intéressés à plusieurs titres. D'abord parce que l'approche propose un système de paliers, de gradation, qui permet de travailler la réflexivité des personnes. On s'est aperçu qu'avant, on était sur plutôt une approche où on cochait des compétences, avec des compétences qui apparaissaient un peu comme désincarnées et décontextualisées pour les personnes. Et cette approche de gradation mettait les personnes en posture réflexive et leur permettait de s'outiller, je dirais mentalement, pour aller revisiter, explorer des expériences, pour parfois leur donner aussi du sens. Donc, vous voyez, une approche pédagogique qui était intéressante en termes d'accompagnement. Mais également, ce qui a fait vraiment pour nous, ce qui nous a apporté un intérêt vraiment important, c'est le fait que cette démarche était adossée au CEC et pouvait nous permettre de travailler des parcours, c'est-à-dire de mettre en perspective des attendus ou des prérequis de certification. Et enfin, il y a une idée qui nous a aussi plu, c'est le fait que sur les compétences linguistiques, on a un cadre européen des langues et on n'a pas de cadre européen de standard, je dirais, d'évaluation qui porte sur les compétences transversales. Donc, c'est un objet qui vraiment nous intéressait. Voilà pour ce contexte autour de la plateforme Diagoriante. Je vais passer maintenant la parole à Joël Pochelu qui va nous présenter la partie référentiel RecTech. Alors, je parle de référentiel, mais je dirais que je n'aime pas trop ce mot pour RecTech parce qu'il s'agit, vous allez le découvrir dans les témoignages, vraiment d'une sorte de matrice en fait élastique qui permet de s'adapter en fonction de ce que l'on vise. Et c'est ce qu'on va découvrir là avec Joël. Joël, je te passe la parole. Merci Pascal. Donc, en effet, je vais vous parler de l'aspect un petit peu institutionnel de ces projets, donc RecTech, puis RecTech+, puis la FAMMAP, la Fabrique à mailles des parcours. Donc l'enchaînement de ces projets, il démarre bien avant. Mariella de Ferrari pourra peut-être en dire quelques mots dans sa conclusion. En tout état de cause, il y a eu un projet qui a été financé par la UEFA, donc l'agenda européen de la formation des adultes. Entre 2012 et 2015, Mariella de Ferrari était l'experte associée. Et en ce qui me concerne, donc j'avais expérimenté la carte de la UEFA. Je suis psychologue du travail de formation, conseiller en formation continue pour l'Académie de Versailles. Et j'ai été convaincue par ces descripteurs. Et du coup, mon directeur, Gérard Puigemont, a été très enthousiaste à l'idée de porter ce projet. Voilà, donc RecTech, c'est la reconnaissance des compétences transversales en lien avec l'employabilité et les certifications, c'est-à-dire le cadre européen de certification. Donc, un premier travail a été fait en lien avec les 4 premiers niveaux du cadre européen de certification, qui se décline sur 8 niveaux. Et il est apparu assez vite, et ça c'est Joël Vincent qui en parlera tout à l'heure, il est apparu assez vite que les compétences transversales étaient aussi un sujet intéressant pour les niveaux plus élevés, de 5 à 8. Et donc, nous avons poursuivi sur un autre projet, RecTech+, pour poursuivre donc la déclinaison des axes de compétences sur les niveaux supérieurs du cadre européen de certification. Une autre extension de RecTech, ça a été la FAMMAP. La FAMMAP, financée par la Commission européenne, plus particulièrement par la Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion, donc c'est le projet EASY. Donc chaque année, en fait, il y a un appel à proposition. Et la particularité de ce programme, c'est d'être... en fait, il y a 6 projets qui sont sélectionnés parmi les 27 pays États membres. Donc c'est un pays sélectionné avec son projet.
Et l'objectif de ce programme, c'est de revisiter des dispositifs existants sur un périmètre national. Et en fait, sur cet appel à projet, la finalité était de retravailler, de reconsidérer, de revisiter les parcours de compétences, de renforcement de compétences de base qui trop souvent ne permettent pas d'accéder à des certifications. Là, je vous ai fait une sélection des verbatims qui étaient dans l'appel à proposition de la Commission européenne et qui dit qu'en fait, ces parcours doivent permettre concomitamment de travailler sur les compétences de base, mais aussi sur les compétences pertinentes attendues dans le monde du travail en progressant vers les qualifications du niveau 3 ou 4 du cadre européen de certification. Et c'est vrai que là, avec Marielle De Ferrari, on s'est dit, bon, voilà, c'était comme un projet a démarré en 2010. Je peux avoir la slide suivante. Et la finalité de la FAMAP, c'est précisément d'élaborer des ingénieries que nous appelons des maillons qui sont articulés, qui sont adaptés donc selon les certifications et les emplois. L'idée, c'est en fait, cette ingénierie prévoit, est adossée sur RecTech, qui permet de définir des objectifs de sortie du maillon qui sont aussi des prérequis d'entrée sur le parcours qui succède au parcours de renforcement de compétences de base. Et à partir donc de ces objectifs, on travaille en rétro-ingénierie de manière à ce que le bénéficiaire présente les prérequis attendus. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais donner la parole tout de suite à Agathe Dartigue-Long de l'Insup, qui va vous donner une illustration de ce qu'est un maillon de parcours. Bonjour, donc je suis Agathe Dartigue-Long de l'Insup, donc centre de formation en Nouvelle-Aquitaine et en Vendée. Nous avons eu le plaisir de participer à l'expérimentation de la FABMAP et de créer un maillon de parcours adossé au titre professionnel agent de propreté et d'hygiène avec une expérimentation sur un groupe de stagiaires à Mont-de-Marsan dans les Landes. Ce travail a commencé, donc on a dit que la FABMAP était adossée à la carte et au référentiel de compétences RecTech. Nous, le travail a commencé avec une adaptation. On a dit que c'était flexible, hein, une adaptation de la carte de compétences et du référentiel de compétences adapté à la formation et au titre professionnel et au métier d'agent de propreté et d'hygiène. On a retenu 10 axes avec une graduation à 3 cercles de compétences qui correspondent aux objectifs à atteindre pour le dernier palier, le 3e, aux objectifs à atteindre en termes de compétences par rapport au métier. Ça, c'était vraiment la première étape et sur laquelle tout le reste du maillon a pu se dérouler. La deuxième étape, et qui est un élément très très important et très fort de ce projet, c'était de retravailler les évaluations. Dans la FABMAP, donc le maillon de parcours, c'est un maillon de renforcement des compétences transversales et ce renforcement des compétences passe forcément par une évaluation des compétences transversales liées au métier. Donc le principe, c'est de contextualiser absolument toutes les évaluations. Donc, on a travaillé une évaluation initiale en début de parcours, une évaluation intermédiaire et une évaluation en fin de parcours. Et donc, ces évaluations sont contextualisées au travers de situations professionnelles liées à l'exercice du métier et aux activités réalisées en formation qui vont faire appel à différentes compétences transversales croisées.
une activité va faire ainsi appel à différentes compétences transversales supplémentaires aux compétences techniques, hein. Euh, Par exemple, sur un planning d'activité, on va travailler de la communication à l'oral, à l'écrit. Sur la communication avec son responsable, on va prendre en compte les usages sociaux. On va utiliser parfois des ressources numériques. On va organiser son activité. On va utiliser des ressources mathématiques pour vérifier un planning et sa cohérence. Donc, on voit au travers cet exemple que c'est le croisement et l'imbrication de toutes ces compétences qui vont permettre de réaliser une tâche ou une activité sur le poste. Et c'est par ce biais-là donc qu'on a travaillé les évaluations euh, pendant le maillon. La suite de l'évaluation, c'est vraiment le renforcement des compétences. Et donc, le maillon, on l'a dit, hein, c'est ce travail de renforcement des compétences. Donc, dans notre expérimentation, c'est un accompagnement qui s'est étalé sur 22 journées et demie d'accompagnement sur les 105 que comptait la formation agent de propreté et d'hygiène. Donc, c'est vraiment une partie importante de la formation qui a été consacrée à cet accompagnement avec des activités qui prennent appui sur les contenus techniques abordés en formation. Ça aussi, c'est un point très, très important, c'est-à-dire que euh, on a imbriqué au sein de la certification ce maillon et ces journées d'accompagnement et de manière étroitement liée aux modules techniques abordés. Donc, on vous affiche là l'exemple d'une semaine de planning de formation. Si on travaille un jour le protocole de nettoyage du bureau et la désinfection des points de contact avec les bénéficiaires en technique, eh bien, très rapidement après, le lendemain, on va venir travailler des mises en situation qui s'appuient sur ce module technique, des mises en situation, par exemple, autour de la préparation du chariot de nettoyage et qui vont permettre de travailler les compétences transversales comme l'organisation, les règlements, les protocoles, la mobilisation de ressources mathématiques parce qu'il faut doser les produits, la communication écrite parce qu'il faut lire et comprendre des protocoles euh, et la liste n'est pas exhaustive. Donc, c'est vraiment voilà, le point central, je pense, c'est cette imbrication euh, euh, du contenu d'accompagnement au renforcement des compétences transversales avec les contenus techniques de la formation. Donc, chaque activité est étroitement liée. Ça a induit pour nous, dans l'expérimentation, des changements très, très forts en termes de manière de travailler et de posture. L'équipe pédagogique, en fait, le mot équipe prend tout son sens parce que, voilà, on avait peut-être l'habitude auparavant de travailler d'une part la remise à niveau, d'autre part les parties techniques. Tout vient se lier grâce à la FabMap et les formateurs techniques ont besoin de l'appui de l'équipe qui a travaillé sur la FabMap et sur le renforcement des compétences transversales et les formatrices qui ont travaillé sur les compétences transversales ont besoin de l'appui de l'équipe technique pour créer des situations réalistes et réalisables. Si on peut parler de premiers résultats, alors c'est vrai qu'on a expérimenté sur un groupe, hein, mais on peut quand même parler de premiers résultats de cette expérimentation. On a réussi une imbrication de ce maillon dans un parcours de formation. En faisant des liens et des ponts étroits entre toutes ces compétences et les attendus du métier.
On peut constater aussi que les ressentis des stagiaires sont très positifs parce qu'ils nous ont expliqué dans leur témoignage en fait qu'ils ne percevaient pas le maillon FabMap comme des temps différents dans la formation. Pour eux, c'était vraiment une journée qui prenait suite à la journée précédente qui était en technique et pour eux, c'était la formation. C'était l'ensemble de leur parcours. Donc ça, c'est quand même très important et ils n'ont pas eu l'impression de faire de la remise à niveau du tout. Ils ont pris conscience de leur parcours et ils ont pris conscience de leur progression. Ça aussi, c'est un point très important. Les temps d'évaluation sont des temps qui permettent aux stagiaires d'objectiver leurs compétences avec des critères précis et de prendre conscience de la progression au fur et à mesure de la formation et du parcours jusqu'à l'évaluation finale. Ils ont rencontré moins de difficultés dans la recherche des stages parce que si on les préparait déjà à cette étape, là, on a d'autres outils du coup pour travailler la recherche de stage avec eux. On a remarqué aussi une meilleure implication des tuteurs de stage à l'entreprise qui ont été impliqués grâce à différents outils dans la démarche et un impact aussi sur la sécurisation des parcours. Puisqu'une meilleure implication des stagiaires, une meilleure compréhension des stagiaires de leur parcours. Donc, si je dois résumer juste en quelques mots l'expérimentation et ce qui est impactant, pour nous comme pour les bénéficiaires, le fait de mailler ses compétences, transversal et métier, de le tisser de manière si étroite, c'est ça qui va venir donner du sens à l'apprentissage pour les stagiaires qui ne se demandent plus à quoi ça sert de faire ça, je ne comprends pas pourquoi on fait cette activité. Donner du sens à l'apprentissage, donner du sens aux compétences métiers, comprendre et pouvoir analyser à l'intérieur d'une tâche quelles compétences on met en œuvre en réalité parce qu'elles sont multiples et pour l'équipe pédagogique donner du sens à l'accompagnement et à notre métier. Merci Agathe. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous invite tout à l'heure à la fin, il y aura un mail que vous pourrez utiliser pour nous solliciter afin de vous donner plus d'informations et notamment un dossier documentaire dans lequel vous retrouverez tous les éléments qui sont liés à la FabMap qui ont été présentés par Joël et en particulier cet exemple d'usage. Je vais maintenant passer la main à Joël Vincent. Oui, bonjour. Pour ce que je vais illustrer aujourd'hui, je suis sur une plateforme de GRH des services de l'État en Corse, pour donner le contexte. Les plateformes de GRH de l'État, c'est des petites structures qui sont en appui conseil en fait des services de l'État en région, sur un large prisme de GRH autour de la mobilité, du recrutement, de la GPEC, de la formation, également de l'organisation du travail. Donc, du coup, on s'est intéressé naturellement aux travaux de la UEFA et au premier projet RecTech, parce qu'il nous a semblé utile et intéressant pour les agents publics en poste de pouvoir disposer en fait d'outils d'identification et de valorisation des compétences dans une logique de démarche de mobilité. C'est des choses qui n'existent pas du côté de l'État, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des outils métiers, donc il y a des véhicules métiers qui permettent de progresser dans la technique, mais dès qu'on se pose une question de mobilité un petit peu horizontale, on n'a pas d'outils. Les agents n'ont pas d'outils, la valorisation des compétences est un peu compliquée, quand il y a des restructurations c'est difficile, et c'est pour ça qu'on s'est donc impliqué dans les deux projets RecTech. Le premier où effectivement on a
peut-être eu un peu de difficulté à trouver notre place parce que on était sur un projet, comme l'a indiqué Pascal tout à l'heure, et Joël aussi Pochelu, de palier RecTech qui était peut-être pas tout à fait pertinent avec notre public d'agents en poste et parfois de cadres supérieurs. Hein. Donc du coup, ça nous a permis quand même de tester le référentiel et de nous faire évoluer en allant explorer les paliers supérieurs de RecTech, hein, et ce qui a donné tout son sens en fait au projet RecTech Plus, où on a pu mobiliser un référentiel pour la fonction publique avec les paliers de 1 à 8, qui nous permet aujourd'hui en fait de disposer grâce à ce référentiel d'une base sérieuse qui nous permet de parler compétences à tous les niveaux et dans beaucoup de situations. Donc les usages variés. Donc c'était évidemment donc l'objectif, c'est bien d'identifier, d'évaluer les compétences des agents. Hein, comment est-ce qu'on peut accompagner la mobilité de manière large et l'outiller avec des outils qui soient objectifs. Donc voilà, des usages qui sont autour de la mobilité, du recrutement, du projet professionnel, de la formation. Hein, tous ces usages qu'on a pu expérimenter dans le cadre des 2 projets RecTech et RecTech Plus, qui nous ont permis, avec l'appui méthodo de Joël Pochelu notamment et bien entendu de Mariella de Ferrari, de pouvoir développer un certain nombre d'outils. Des outils à destination des professionnels RH, hein, que ce soit des conseillers mobilité carrière ou conseillers en évolution professionnelle, ou de cadres RH, voire de managers. Hein. Donc ces outils, on les a développés avec notre tutelle technique et la DGAFP, dans le cadre notamment de fonds d'innovation qui nous ont permis de financer ces différents outils, hein, qui ont été donc notamment un guide méthodologique qui permet de préciser les différents usages en fait de RecTech, des cartes de compétences à disposition des accompagnants, hein, pour pouvoir guider et accompagner les agents de manière propre, aussi une box compétences, hein, c'est des outils, les outils font pas tout, mais c'est une matérialisation finalement de l'opérationnalité de la démarche, hein, c'est-à-dire quand on arrive à produire des outils comme des jeux de cartes compétences, ça veut dire qu'on est sur quelque chose de stable, d'établi, qu'on a développé en design thinking, donc avec des utilisateurs donc qui fonctionnent correctement et qui donnent en fait tout le sens en fait à la démarche, hein, parce que comme l'a dit Pascal tout à l'heure, et je crois que Agathe l'a repris, RecTech c'est pas seulement un référentiel, c'est aussi une démarche, hein, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on peut disposer d'un outil qui permet effectivement d'objectiver grâce à la logique de palier et de valoriser finalement des niveaux de compétences, hein, dans différents contextes professionnels, on est aussi dans une méthodo en fait qui on l'a vu lors de l'expérimentation, qui est utile en elle-même dans la mesure où elle part d'une exploration fine de situations de travail. Hein. Et ça, en soi, c'est une des spécificités de RecTech qui nous est apparue dans des expérimentations et qui est en soi un caractère innovant en fait, c'est que du coup, avec ces capacités des méthodologies qu'on a pu développer en utilisant notamment des techniques comme l'entretien d'explicitation développé par Pierre Vermersch, d'avoir vraiment des techniques d'analyse de la situation de travail qui nous donnent des renseignements. C'est-à-dire qu'on n'est pas, ça a été la base. La base, c'est vraiment ça, c'est que grâce à ces techniques d'investigation sur les situations de travail, on arrive en tant qu'accompagnant
d'avoir des informations vraiment objectives et fines sur la réalité de l'exercice et de l'expertise métier et du coup des compétences qui en découlent. Et en plus, c'est transférable, c'est-à-dire que la personne qu'on interroge là-dessus finit par elle-même s'emparer finalement de cette technique d'auto-évaluation et de se l'approprier pour pouvoir du coup développer lui-même derrière sa capacité finalement à se situer et à développer lui-même son parcours professionnel. Un dernier outil aussi, donc du coup qu'on a pu développer grâce à Pascal Chaumette et à Diagoriante, hein, c'est du coup d'implémenter donc ce qui est à l'écran l'application Diagoriante en lien avec le répertoire interministériel des métiers, donc le travail qu'on a pu faire en fait en choisissant à partir de Diagoriante une activité principale. Donc là, c'est on a les intitulés du répertoire des métiers, hein, où on va retrouver directement les compétences enfin les activités qui composent ce répertoire. On peut choisir ensuite à l'intérieur de l'application un certain nombre de ces activités qui peuvent nous correspondre. On peut en rajouter, hein, bien sûr. Et à l'issue en fait de ce travail, on utilise des paramètres en fait d'analyse de l'activité qui sont l'autonomie. Hein, donc quel niveau d'autonomie en fait on peut avoir par rapport à son activité, avec donc du coup des définitions et des textes qui permettent de se situer. Là, donc Pascal en a choisi une. Sur la responsabilité aussi, qui est un de nos paramètres d'évaluation de l'activité, où on se situe en termes de responsabilité dans son activité, ce qui est un marqueur évidemment de l'expertise. Et puis derrière, la complexité qui est aussi important. Donc, c'est quoi mon environnement, dans quel niveau de complexité j'évolue, qui est aussi également un marqueur de l'expertise. Donc, avec ces trois marqueurs, derrière, on est capable finalement après d'aller explorer les trois pôles de RecTech, le pôle organisationnel, et de laisser l'agent choisir les compétences qui lui paraissent le mieux, dans le pôle communication également, et également donc évidemment sur le pôle réflexif, hein, et du coup on a pu faire le tour des compétences RecTech assez facilement guidées, et qui nous permettent derrière de voir les niveaux de compétences dont on dispose de manière précise au sens de RecTech, avec une petite carte de compétences, hein, qui permet derrière donc de voir cette carte de compétences qui peut être utilisée après pour de la mobilité, pour faire un CV, où j'en suis en fait en termes de mes expériences pro par rapport aux activités que j'ai pu coter, et derrière finalement par rapport à mes expériences, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est d'avoir effectivement le lien après avec le répertoire interministériel des métiers. Donc là, on a choisi un exemple un petit peu atypique, donc du coup, ça donne pas des résultats très intéressants, mais ça permet de se dire, une fois qu'on a fini cette carte, finalement, quels sont les métiers de proximité, au sens qui pourraient cadrer par rapport à l'auto-évaluation que j'ai pu faire dans Diagoriante de mon niveau en termes de compétences transversales. Et du coup, d'avoir éventuellement une discussion et un dialogue avec un accompagnant sur comment est-ce que je vais sur ce nouveau métier, du coup, et de dépasser finalement la logique métier pour avoir vraiment cette vision transversale que nous permet RecTech. Donc voilà, j'avais fini pour la présentation. Merci Pascal pour l'appui et la présentation de Diagoriante, qui est un outil donc on est en train d'implémenter en fait à la DGFP, donc qui n'est pas proposé de manière officielle, mais qui le sera très prochainement. Bonjour à tous. Merci Joël, excuse-moi Nirina. Pardon, excuse-moi, je te redonne la parole. La transition, il n'y a pas de problème. Vas-y, je te laisse. Très bien, merci. Donc, je m'appelle Nirina Zizou, je suis enseignante et donc je vais vous présenter une expérimentation qui a eu lieu en 2019-2020 au sein de mon collège, Arthur Rimbaud. Et lorsqu'on parle de déployer l'innovation, ça a été vraiment sur deux axes, sur le travail, sur les compétences, avec le référentiel RecTech, et des compétences qui sont appuyées sur des expériences personnelles, et une innovation aussi quant à la ludopédagogie qui a permis à nos élèves de rentrer et de faire cette première approche du monde professionnel, ce qui a permis d'impliquer l'ensemble des équipes du collège
et de développer un désir de l'utiliser, puisque nous allons avoir recommencé l'expérimentation cette fois, cette année, pour les élèves de 4e. Donc ensuite, je vais vous parler des deux enjeux qui orientaient cette expérimentation. Dans un contexte en 2019-2020 qui était la Covid, il était important pour nous de pouvoir continuer à travailler sur le parcours de l'orientation, le parcours à venir, et d'outiller nos élèves. Donc là, l'expérimentation Diagoriante a véritablement pu nous aider, puisqu'on a pu la déployer au sein de notre collège, et aussi faciliter l'identification et le suivi des stages de nos élèves de SECPA dans une situation où nous étions plus en confinement, mais qui était très restreint. Donc, juste après, vous allez pouvoir voir, grâce à la photographie, la manière dont l'expérimentation a pu être menée au sein du collège. À la fois, donc là, la première partie avec la dimension pédagogique innovante et ludique, avec l'accès grâce au jeu. Donc dans la première étape de ce fast-food qui leur a permis de comprendre ce qu'était qu'une compétence, et ensuite également tout le travail d'équipe, parce que vous pouvez voir à l'écran qu'il y a les différents intervenants, notre CPE qui a pu mettre en place tous les plannings pour que l'ensemble de nos élèves puissent participer à l'expérimentation, l'enseignante, mais également aussi la co-animation avec Caroline Vast qui est venue nous prêter main forte tout au long de l'animation sur toute une semaine. Donc, juste après, le premier temps de l'expérimentation concernait les élèves de SECPA, donc qui ont pu bénéficier de 2 ateliers de 2 heures. Et vous pouvez voir à l'écran donc le travail sur le référentiel RECTEC, et notamment donc la compréhension des compétences, et des compétences qui étaient reliées à leur expérience personnelle. Et donc, ça leur a permis de mieux se connaître, de les valoriser, et aussi la dimension localisation qui leur permettait d'essayer de trouver des stages pas loin de là où ils étaient, et la construction de leur carte de compétences. Dans le deuxième temps, donc juste sur la diapo suivante, vous allez pouvoir voir que, juste la précédente, au niveau de la valorisation, ce qui était très intéressant juste à la fin de l'expérimentation, on a pu leur demander ce que ça leur avait permis. Et donc, vous voyez qu'au niveau du levier de motivation, c'était très intéressant. Et surtout, on ressortait cette idée des expériences personnelles et des compétences qu'ils avaient pu reconnaître dans ce qu'ils faisaient dans le quotidien. Merci. Donc ensuite, pour les ateliers, pour les 3e, eux ont bénéficié d'un atelier de 2 heures. Ça nous a permis de construire notre oral du brevet. Même s'ils n'avaient pas pu partir en stage, ça nous a permis d'aborder ce monde professionnel et de pouvoir identifier ses compétences, d'utiliser justement leur carte de compétences pour présenter leur oral. Et ça a pu déjà, dans un premier temps, travailler l'estime de soi et de comprendre que, même si là, pour se présenter dans le monde du travail, ils n'avaient pas d'expérience professionnelle, leur expérience personnelle leur permettait de pouvoir le faire. Et aussi de s'engager, puisqu'ils étaient au tout début de leur construction, de leur parcours qui commence maintenant dès la 6e, mais là, ils abordaient vraiment l'univers du monde du travail avec ce premier stage d'orientation, d'observation. Et donc là, ils pouvaient véritablement rentrer dans cette idée de construire leur parcours. Et enfin, l'idée de pouvoir se projeter pour pouvoir trouver des stages et ouvrir le champ des possibles, et pas simplement avoir une idée d'un métier, mais de voir que par rapport à leurs expériences personnelles, des compétences, ils pouvaient ça leur ouvrait des chemins vers d'autres voies professionnelles. Donc c'était véritablement très enrichissant, à la fois pour les équipes et à la fois pour les élèves. Merci Nirina. Alors cette expérimentation Éducation nationale est coordonnée avec donc l'INETOP CNAM et l'équipe de Diagoriante. Donc elle se déploie sur 15 académies. Il y a actuellement quasiment une quarantaine de CIO impliqués, parce que l'entrée se fait via les PSI-EN qui s'engagent dans un partenariat avec l'INETOP CNAM et puis l'équipe Diagoriante et les établissements scolaires pour déployer dans les classes cette approche. Donc tout le monde a été formé, et puis il le déploie ensuite pour tester, et on voit comment nous on va après ajuster pour une version scolaire qui soit vraiment adaptée collège-lycée. Voilà, donc c'est très intéressant. On a des retours qui sont vraiment très intéressants. On a aussi des retours qui font qu'on doit revoir des choses et puis travailler avec les opérateurs pour adapter l'usage. Et moi j'enchaîne directement avec le monde de la jeunesse, toujours les jeunes en insertion, pour
vous raconter un peu comment, en fait, dans les usages, notamment dans les publics accompagnés, comment l'approche en fait se déploie pour permettre aux jeunes d'aller très rapidement vers des certifications. L'idée, c'est que les jeunes puissent. Alors, vous avez vu avec Nirina dans l'établissement scolaire, il y a toute une phase en fait d'appropriation pédagogique qui nous semble être vraiment incontournable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre les jeunes devant l'écran et puis qu'ils se graduent sur RecTech avec des processus de guidance sympathiques, etc. Ça a quand même toujours tendance à emmener les jeunes dans un tunnel de clic-souris et ils ne sont pas dans une posture où ils prennent de la distance par rapport à leur expérience. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir envoyer avec un processus pédagogique, des animations, du jeu, comprendre ce qu'on va faire et de dire que, vous voyez, on ne va pas aller dans l'être profond pour aller déterminer des trajectoires d'orientation, mais on va plutôt partir des expériences des individus, qu'elles soient professionnelles ou extra-professionnelles, et puis avoir comme ça une grille de lecture de leurs expériences en termes de compétences transversales et leur permettre d'aller investiguer ces expériences pour aller pouvoir les graduer et puis en parler en termes de compétences. Et cette activité se passe en fait, alors vous voyez, donc il y a des échanges collectifs, il y a des animations, il y a du jeu vidéo, et ce jeu il est très bien, il a un impact pédagogique assez intéressant. Déjà il est très court, il y a peu d'écrits, et il permet de comprendre, après la situation de jeu où en général les jeunes surinvestissent ce moment-là, de prendre un peu de recul et de voir en fait quel type de compétences on mobilise comme ça de manière implicite dans cette situation virtuelle. Et les jeunes comprennent assez vite quand même que la compétence, elle est liée à un contexte, qu'il est assez facile de repérer des compétences, enfin, des activités, des choses techniques qui génèrent un résultat, par exemple prendre des commandes, chauffer les frites, cuire des steaks, mais qu'il est plus compliqué de repérer des compétences transversales, que ça nécessite un travail réflexif. Et c'est ça qu'on leur apprend par cette méthode pédagogique. Il y a derrière, en fait, la démarche, un enjeu aussi éducant pour que les personnes puissent voir dans leurs expériences, et en tout cas leurs meilleures expériences, la bonne maille d'activité, comment la lier, la nouer aux compétences transversales et comment je peux graduer. Et la gradation permet de mettre les gens aux manettes, d'aller voir en fait dans l'expérience ce qui est le plus porteur et ce qui peut permettre de se présenter, d'enrichir un CV, etc. Donc ce jeu pédagogique, vous voyez, il est vraiment puissant et il marche très bien. Et il permet de comprendre en fait ce travail en fait d'investir une situation pour y voir les compétences qui sont mobilisées. Et dans l'activité pédagogique, il y a d'autres choses. Il y a des choses qui sont plus réelles où on met les gens en œuvre autour d'une tâche et on fait le lien avec des compétences transversales. Là, par exemple, ce jeu très connu de faire une tour la plus haute, la plus stable et la plus créative possible, après d'investir les activités qui ont été menées et puis de faire du lien avec des compétences transversales. Tout ça, vous voyez, favorise en fait cet exercice mental d'aller repérer des compétences transversales. Ça nécessite de prendre un peu de hauteur, de faire un pas de recul sur ces expériences pour aller chercher ensuite des activités et puis les lier à des compétences. Et vous voyez, on arrive à ça. C'est-à-dire on a des jeunes qui sont vraiment dans un travail réflexif où ils vont, dans leur stage, identifier des activités, tout ça étant accompagné. Hein. En l'occurrence, ce jeune, vous voyez, il avait fait un stage et ça s'est très très mal passé, il ne l'a pas mis dans son CV, mais quand on va revenir dans l'expérience, voir sur des activités très précises, on peut sortir de l'affect et puis mettre en valeur en fait les tâches, les activités qu'il a pu mener. Et lui, il fait ce travail de gradation. Vous voyez, par exemple, il s'était mis à un niveau 3 là, sur prendre en compte les règles, mais il a abaissé un peu son regard parce que évidemment, s'il est au niveau 3 et 4, il est sous supervision en tant que stagiaire, donc il est plutôt sur des tâches exécutives, et ça leur permet d'avoir cette approche analytique un peu de leurs expériences. Et vous voyez, l'objectif, c'est d'arriver à ce genre de travail, c'est-à-dire que quand on a fait en sorte que les jeunes aient mis de la valeur dans leurs expériences, quelles qu'elles soient, même extra-professionnelles, et RecTech vient là comme un moment où en fait déjà on reconnaît des compétences partielles d'une partie de métier. Et le métier peut s'exercer de manière informelle. Hein. C'est souvent ça où on a un regard un peu complexe par rapport à tout ça, surtout pour des jeunes qui ont très peu d'expérience professionnelle et qui ont multiplié les stages. On peut aller chercher des niveaux de compétences pour faire du lien avec des attentes, avec des prérequis. Par exemple, lui, en l'occurrence, ce jeune, là, il était capable de démonter des scooters, des voitures chez lui.
Il a fait quelques stages dans la mécanique, mais si on le regarde à travers en fait la fenêtre de RecTech adossée au niveau du CEC, on est tout à fait capable de mettre des niveaux 2 ou 3 qui peuvent être partiellement en correspondance avec des prérequis de certification. Et là, le travail peut cheminer dans l'accompagnement. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure des déterminismes, c'est-à-dire que les jeunes s'interdisent d'aller vers la formation parce qu'ils ont des parcours scolaires chaotiques et qu'ils ne se sentent pas capables d'entrer dans un système scolaire qui leur rappelle justement l'école. Et là, en fait, les CQP, en fait, ou d'autres titres certifiants, et cette approche-là leur permet de s'ouvrir des horizons et de s'autoriser à aller vers la formation, à condition qu'on ait ce travail d'accompagnement, de révélation, qui soit objectivé sur des compétences transversales avec des indicateurs, vous voyez, qui permettent à la personne de s'auto-positionner. Hein. On n'est pas sur des compétences, vous voyez, je lisais un article de Forbes hier sur le top 10 des compétences transversales attendues par les entreprises, où je vois par exemple l'audace. Donc moi, je ne vois pas comment on peut objectiver l'audace et s'auto en fait positionner sur l'audace. Ça me paraît compliqué. Là, les référentiels qu'on vous propose, alors je dis les référentiels, les matrices de RecTech, proposent vraiment cette approche qui est aidante, qui est objectivante pour la personne, qui est structurante pour la personne, pour être, je dirais, aux manettes du parcours et toujours de manière accompagnée. J'ai terminé ma partie sur les jeunes accompagnés et je propose de laisser la parole peut-être aux questions en retour avec Mariella. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Je pense que ce serait mieux, s'il y a des questions, d'interagir un peu avec les participants. Oui, tout à fait, oui. Pas vu de questions. Parce que moi, je ne vois que vos photos. Je ne sais pas s'il y a il y a combien de participants, comment ça résonne, est-ce qu'il y a des remarques, des questions par rapport à ce qui vient d'être présenté? Dans le live, moi, j'ai pas eu de. Il n'y a pas d'interaction. Bien, si vous voulez, je peux me lancer et peut-être il y a des questions qui vont venir pour qu'on puisse interagir un petit peu pour voir comment tout cela résonne chez les participants. Voilà, donc je suis Mariella de Ferrari, je suis une didacticienne des langues, des français langues étrangères en particulier. J'ai commencé à travailler sur la notion de compétences transversales en 2006, suite à un rapport du Centre d'analyse stratégique qui montrait déjà les liens entre les compétences transversales et les mobilités professionnelles. Et j'avais mené une étude avec Florence Moulon-Dalis de l'Université de Paris 5 en 2005 pour le ministère de l'Intérieur pour les migrants. Sur les métiers en tension, déjà à l'époque, et les besoins linguistiques qui se présentaient pour occuper ces métiers-là. Et suite à cette étude, nous avions observé que la langue n'est jamais considérée comme une compétence professionnelle. La langue est considérée comme une compétence sociale, familiale, scolaire, personnelle, qui est partout et nulle part dans les référentiels et qui est souvent considérée comme une compétence relationnelle. Donc, nous avons façonné, dans notre première publication de 2007, un outil où le pôle communicationnel était gradué en lien avec le cadre européen de référence pour les langues, mais dans une entrée compétence et pas dans une logique de niveau homogène, A, B, C, etc. Donc, de fil en aiguille, nous avons continué à travailler, en particulier avec la région Île-de-France entre 2010 et 2012. Et la région Île-de-France a adopté pour ses dispositifs d'insertion professionnelle une carte de compétences graduées spécifique, qui est une cousine germaine, on va dire, de la carte de compétences RecTech, qui, elle, a la plus-value d'être complètement mise en correspondance avec les certifications professionnelles et les postes de travail, comme il a été dit tout à l'heure, jusqu'au niveau 8. Donc, cette approche de compétences transversales, qui était définie déjà par l'ANACT, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, considère que les compétences transversales ont des composantes relationnelles et techniques. C'est-à-dire qu'il y a une vision derrière. On n'a pas les compétences techniques d'une part et les compétences transversales d'autre part, qui est l'une des autres visions qui circulent aujourd'hui. Vous allez avoir des institutions qui délivrent des badges des compétences dites transversales d'une part et de l'autre côté des compétences dites techniques.
Donc, dans l'outillage que vous a été présenté par les différents usages aujourd'hui, on voit bien qu'à partir de l'expérience, les compétences transversales se chargent du contenu, de l'expérience personnelle, du travail réel des individus, que l'on met en lumière et en correspondance avec le travail prescrit, avec les postes de travail, avec les stages, avec les mises en situation professionnelle et avec les référentiels de certification professionnelle. Dans les usages qui vous ont été présentés, en particulier par Diagoriante, il y a la question de j'explicite, je formalise, je conceptualise, je reconnais, j'identifie et je situe mes compétences pour m'orienter vers des aires de mobilité, des métiers, des certifications, du travail, etc. Mais il y a également, dans la démarche qui a été proposée par Agathe d'Artigues-Longues, comment en ingénierie de formation, on modularise et on inclut et on distribue toutes les compétences dites de base, clés, de niveau, et ce qui est sincèrement percuté, mais alors, on a parlé d'impact, c'est les Français et les maths. Et ce qui est très paradoxal, c'est que dans les titres de niveau 3 du ministère du Travail, parce qu'on critique beaucoup les diplômes, l'éducation nationale avec les enseignements généraux et le français maths, sauf que quand on voit les critères d'admission à un titre de niveau 3, qu'est-ce qu'on demande? Lire, écrire, compter. Et on voit encore en 2021 des tests de français d'une part, de maths d'autre part, qui ressemblent parfois à des activités et des exercices de l'école primaire. Donc, s'il y a un élément qui est percuté en profondeur par l'approche dite RegTech, c'est la manière d'évaluer, de situer et de distribuer les compétences en langue, en français, en maths, bien évidemment en numérique, pour ce qu'on appelle aujourd'hui les savoirs de base. Qu'est-ce qui est percuté également? Ce sont les compétences et les identités professionnelles de nous-mêmes. Moi, didacticienne des langues, moi je n'étais pas formée a priori à savoir travailler la didactique professionnelle, comment on analyse une activité professionnelle, comment on mobilise l'entretien d'explicitation au service et à partir d'une carte de compétences graduée, etc. Donc nous sommes obligés de sortir de nos compétences de spécialité pour aller sur la spécialité de l'autre. Ce qui suppose dans les équipes de l'intelligence collective, et moi j'ai beaucoup vu à Mont-de-Marsan, comment des équipes d'enseignement général, on va dire, et de FLE, travailler ensemble et se former ensemble en co-construisant des séquences entre les enseignements professionnels et les enseignements dits généraux ou les savoirs de base. Donc, cette réflexion-là, peut-être nous sommes aux 50 ans de la formation professionnelle, eh bien, c'est peut-être les nouveaux dispositifs, nouvelle génération, de tous ces dispositifs qu'on voit, mais alors, il y a les préfectures, les conseils départementaux, l'insertion par l'activité économique, les régions, renforcement de compétences de base, compétences clés, remise à niveau dans les chantiers écoles. Vous pouvez voir 111 heures de remise à niveau financées dans le chantier école qui peuvent être distribuées comme étant de la remise à niveau d'une part, pas forcément corrélée à des activités professionnelles et encore moins aux certifications professionnelles de niveau 3 auxquelles les personnes pourraient prétendre en sortant des contrats aidés. Donc cette réflexion-là, elle est très systémique. Elle n'embarque pas que les professionnels, elle embarque les financeurs. Parce que si les financeurs ne repensent pas l'ingénierie de leur propre dispositif, et s'ils ne pensent pas entre eux, à travers des accords interinstitutionnels, comment articuler, voire cofinancer ce genre de dispositif, eh bien, on peut se raconter qu'on est dans l'approche compétence, on peut se raconter qu'on est dans des approches de situation, etc., mais on n'y sera toujours pas si on continue de travailler le français, les maths, le niveau et les bases ailleurs. Voilà un peu mon point de vue un peu général sur l'approche. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que ce travail de 15 ans d'expérimentation, il y a des publications, hein, elles sont toutes en ligne, et les sites FabMap et RegTech catalysent cet ensemble de publications. Le site Défi Métiers de la région Île-de-France met à disposition, bien évidemment, gratuitement 2 publications sur comment travailler la maîtrise de la langue au sein de ces cartes de compétences graduées, etc. La région Hauts-de-France est très investie aujourd'hui pour interroger la manière de réingénieriser leurs dispositifs de compétences clés.
Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans plusieurs régions? Que beaucoup de personnes obtiennent la certification CLEA. Eh bien, ils se présentent à un titre de niveau 3 et on leur dit qu'ils n'ont toujours pas les prérequis pour y accéder. Donc, l'un des enjeux majeurs du travail à venir, c'est le travail véritable d'articulation avec des organismes dits du qualifiant. C'est-à-dire comment on se met d'accord pour qu'il y ait peut-être une autre manière d'évaluer, plus concertée, plus claire, moins opaque, on va dire, pour les candidats. Parce que le nœud se trouve dans l'accès au niveau 3, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez obtenu un titre ou un diplôme de niveau 3, accéder au niveau 4, c'est plus simple parce que les personnes ont acquis aussi les manières de se former en formation professionnelle. Voilà un peu, je vois qu'il y a des questions qui commencent à remonter, donc peut-être on va essayer de répondre à vos questions et je m'arrête là pour pouvoir interagir avec les participants. Oui, Alors, il y a eu oui. des questions. Donc tout à l'heure, il y a eu la présentation par rapport à des publics jeunes. Donc il y avait une question pour savoir, voilà, est-ce que la démarche aussi avait été testée, expérimentée auprès d'adultes, en dehors de l'expérimentation de Joël, sur des publics, secteur public. Recrutement. Alors, il y a deux questions. L'une, c'est sur Diagoriante, parce que Diagoriante, je vais laisser la parole tout de suite après à Pascal sur l'ouverture au public adulte et à tout public. Concernant les expérimentations dans la démarche RegTech, oui, il y a 2 guides qui ont été publiés par l'agenda européen qui sont disponibles, les 2 guides AEFA, où nous rendons compte des expérimentations avec des publics adultes. J'ai énormément expérimenté dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, en incluant et distribuant le renforcement de toutes ces compétences, en particulier avec Tremplin à Orléans, mais pas seulement, je l'ai également développé à Dijon. On a expérimenté avec Joël Pochelu et le service d'AVA de la VAE de l'Académie de Versailles comment faciliter l'accès au CAP petite enfance avec cette démarche-là, avec une carte de compétences qui rend visible et qui traduit en un coup d'œil le référentiel de 40 pages, parce que quand vous prenez les référentiels, est-ce que vous voyez le découpage? Quand vous voyez référentiel d'activité professionnelle, compétences ailleurs, donc quand les personnes doivent préparer une VAE, il est très difficile pour eux de se situer. Eh bien, on a des expérimentations probantes également en contexte de validation des acquis de l'expérience. Et puis, dans le cadre de la FAPMAP, si vous allez sur le site de la FAPMAP, vous allez trouver des vidéos, par exemple, sur un maillon de parcours, parce que le maillon de l'INSUP dans les Landes, c'est un maillon. Nous avons 3 types de maillons de parcours. Un intra-qualifiant, on va dire, où on distribue la remise à niveau à la sauce compétence, comme c'est le cas qui a été présenté pour l'agent propreté et hygiène. On a aussi des maillons en préqualification, c'est-à-dire qu'on prépare les acquis, par exemple pour les CAP petite enfance. Dans les modules, quand nous on dit module, ce qui est également percuté, c'est le nombre d'heures. C'est-à-dire que vous avez des dispositifs aujourd'hui où les gens vont 600 heures, 400 heures, 800 heures. Ils en sortent et parfois on leur propose la même chose dans un parcours de suite parce qu'ils sortent pas avec de traces explicitantes de ce qui a été fait en oral, en écrit, en numérique, etc. Donc, des maillons préqualifiants très clairs. Un maillon de parcours, c'est entre 80, 150 et maximum 200 heures. Donc, un dispositif qui a 800 heures peut avoir à l'intérieur 2-3 maillons et une même personne bon, ça percute quelque part le chiffre d'affaires des organismes, mais parce qu'au lieu de 800 heures, il va peut-être faire 400 ou 350. Sauf que il va y avoir peut-être beaucoup moins d'abandon. Parce que ce qu'on a vu dans toutes les expérimentations qu'on a menées, les organismes nous disent « Ah oui, il y a le problème des entrées-sorties permanentes. » Mais il y a moins de sorties permanentes parce que les gens accrochent. Les gens donnent du sens. C'est ce qui a été montré à Mont-de-Marsan. C'était flagrant. C'est-à-dire que les gens, comme Agathe disait, ils ne s'en rendent pas compte qu'ils font de la remise à niveau. Mais bien évidemment, puisque ça en fait partie de la formation. On n'est pas dans un monde ailleurs, on est dedans. Mais ça, c'est facile à dire, c'est pas si simple que ça à faire. Et le 3e type de maillon que nous avons, c'est la validation d'un projet professionnel par famille de métiers. C'est-à-dire que suivant la famille de métiers visée, métier de service à dominante communicationnelle ou métier
plutôt industrielle, à dominante de protocole, etc., eh bien, ce ne sont pas les mêmes compétences transversales au même degré d'exigence qui sont sollicitées. Donc, ça percute aussi la représentation des professionnels de compétences de base, parce que peut-être il va falloir, par exemple, pour un commis de cuisine, lire des fiches techniques à un niveau 3 ou 4 de la carte de compétences, et en production écrite, eh bien, on va être seulement à un niveau 2. Donc, on n'aura pas l'illusion d'avoir un même niveau de savoir de base ou de langue. Et ça aussi, dans les représentations des acteurs et les croyances des acteurs spécialistes de la langue ou des savoirs de base, mais ce n'est pas si simple que ça. Voilà, donc des expériences, il y en a. Pascal vous disait, si vous souhaitez d'autres exemples, on pourra vous les en donner. Donc ça, c'est ce que nous avons fait en expérimentation terrain, mais ça va se poursuivre au sein de la plateforme Diagoriante avec la version adulte. Voilà, donc tu as répondu entre autres à une question qui avait été posée. Hein, donc, que faudrait-il proposer pour évaluer les compétences de base et sortir des habitudes scolaires? Donc, je pense que là, on a des différentes illustrations. Donc, je vous ai remis dans le chat les liens vers les sites RegTech et puis surtout FabMap. Et puis, il y avait une remarque par rapport à ce qui a été présenté. Donc, relations, situations professionnelles et compétences transversales. Et donc, sur l'intérêt pour des plateformes de transition collective qui pourraient intégrer cet outil dans l'accompagnement des publics en reconversion professionnelle. Mais l'exemple, parce que Joël Vincent a donné un seul exemple sans donner les usages qu'il en fait, mais lui, il l'utilise dans le cadre de mobilité et de transition professionnelle interministérielle, et il a même été utilisé à l'Adréal Corse-PACA, je pense que c'était Corse, pour le recrutement, c'est-à-dire qu'on objective les recrutements. Et je peux peut-être donner la parole à Joël pour que tu en parles un petit peu de l'expérience de l'agent administratif catégorie C qui avait été recruté. C'était quelqu'un qui avait raté son concours. C'est ça, oui, tout à fait. Et par l'entrée compétence, parmi 100 personnes, c'était elle qui a été recrutée. C'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Oui, c'est ça. On avait fait effectivement, comme tu le dis, Mariella, un travail avec le recruteur local qui était l'Adréal de Corse, donc entité administrative, qui recrutait une assistante. L'expérimentation, effectivement, d'identifier avec lui, par rapport à la cartographie RegTech, quels étaient effectivement les besoins et les paliers en termes de compétences transversales qui étaient requis. Et donc le jury a été formé là-dessus et a accès effectivement à la totalité des questionnements sur des mises en situation qui correspondaient effectivement à ce qui était attendu du recruteur sur les compétences transversales RegTech et les paliers. Et on a effectivement recruté une jeune apprentie qui était dans les services depuis longtemps et qui, sur les concours ou examens internes classiques, n'arrivait pas à passer. Et qui est donc, c'est très bien défendu effectivement dans cet entretien. Et le feedback de tous les candidats et candidates qu'on a pu voir sur cette modalité en bonus, c'est que ça a été très bien vu par les candidats parce qu'on leur parle de ce qu'ils savent faire, mais pas de ce qu'ils savent pas faire, parce qu'on est sur de la mise en situation. Et du coup, du point de vue des candidats, c'est aussi quelque chose qui est ressorti, qui donnait un caractère bienveillant finalement à l'investigation, puisqu'on on demandait aux personnes de parler de ce qu'elles savaient faire en situation, et donc on les mettait pas en difficulté sur ce qu'elles savaient pas. Donc voilà pour et pour compléter, un autre exemple qui me vient à l'esprit, bon, je laisse aussi les autres participants parce que nous y avons tous participé, hein, en particulier Joël Pochelu. À l'Académie de Lyon, il y a eu une expérimentation, cette fois-ci pour des conseillers en formation continue. Donc là, on n'est plus dans les niveaux 3, mais dans les niveaux 6 du cadre européen des certifications. Et donc, ça a été expérimenté aussi dans le cadre du recrutement et de l'accompagnement des conseillers dans leur année de probation. Et ce qui a été utilisé en particulier, c'est quand on ne retient pas quelqu'un, on lui explique pourquoi. On objective le pourquoi. On lui reconnaît ce qu'il sait faire, mais en même temps, on lui montre les écarts objectivés en termes d'indicateurs par rapport à des actes de compétences. Je pense que ça donne à réfléchir sur les critères. C'est-à-dire que les ingénieries d'évaluation sont transparentes. Les objectifs de l'évaluation sont connus en amont des participants, ce qui n'est pas le cas, y compris pour des titres de niveau 3, c'est assez opaque. Ça donne à réfléchir sur la posture, Agathe l'a évoqué, hein, sur la posture et le regard
que nous avons sur la notion d'évaluation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples qui vous viennent à l'esprit. Joël, ton micro est désactivé. Ouais. Juste une chose que je voulais préciser, c'est que en fait, les compétences transversales permettent de mettre en lumière la réalité des situations de travail qui sont toujours spécifiques. Voilà. Et enfin, je trouve que c'est vraiment l'intérêt, c'est d'aller chercher au plus près voilà, la réalité des situations et la réalité des contextes dans lesquels les bénéficiaires, les salariés, les apprentis, voilà, quel que soit leur statut, se retrouvent, et les situations auxquelles ils sont confrontés et les compétences qu'ils doivent mobiliser hein, comment dire, pour correspondre et pour répondre aux attentes de ces situations. Peut-être c'est à moi de prendre la... Pascal, tu pourrais définir un peu les possibles usages de ta nouvelle plateforme dès lors qu'on aura... Est-ce qu'on pourra aller au-delà de la fonction orientation projet professionnel? Oui, alors là, la plateforme Diagoriante Jeune que je vous ai présentée est une plateforme à part de la nouvelle qui vient de sortir tout public. Il y a une nouvelle plateforme, la Diagoriante tout public, qui embarque avec elle le ROM 4.0 de Pôle emploi dans sa phase bêta au mois de juin, avec les mêmes fonctionnalités hein, de travail autour des centres d'intérêt et puis de pousser comme ça des pistes qui sont géolocalisées en termes de métiers, de stages, d'emploi, d'engagement, etc. Et à partir de janvier, on fait on arrive à décliner en fait des formats de Diagoriante selon les usages. Et c'est tout à fait intéressant, et notamment pour FabMap, on aura un Diagoriante FabMap qui permettra en fait de pouvoir, un peu comme on le fait avec la DGFP, mais de manière un peu plus élastique et flexible pour FabMap, pour permettre aux professionnels de pouvoir créer une référentialisation, une ingénierie, une rétro-ingénierie dans le moteur de Diagoriante. On l'a testé déjà et ça marche pas trop mal. Bon, sans compliquer la chose, on l'a testé dans la version jeune, mais voilà, c'était une architecture qui a bien marché et on va l'améliorer d'un point de vue ergonomique sur 2022. Très bien, je prends peut-être le relais pour la dernière partie. Donc, moi, je suis Stéphane Vince, donc je suis conseiller en formation continue donc sur l'Occitanie. Et donc, j'ai participé aux différents projets qui ont été évoqués, hein, donc avec Pascal aussi sur les approches par les compétences, avec Joël et Mariella autour de RecTech, RecTech Plus et la FabMap. Et donc, il a été décidé de poursuivre, en tout cas par rapport à la FabMap, le travail sur les différents maillons de parcours, et donc en accord avec l'agenda européen de la formation des adultes, hein, l'AEFA, donc il y a une poursuite d'activités donc pendant 2 années, donc sur 2022 et 2023. Et donc moi-même et Joël, nous serons pilotes sur ce projet en articulation avec l'AEFA. Donc je vous ai mis nos coordonnées mail dans le chat. L'idée est de pouvoir poursuivre, hein, donc nous avons vu les différents types de maillons de parcours, de pouvoir travailler sur 6 maillons de parcours, donc l'employabilité directe ou la préqualification, hein, donc il y a déjà eu des expérimentations que vous retrouverez sur le site FabMap, notamment avec l'accord Babel et Nantes Métropole, des maillons de parcours autour de la validation de projets, actions de préqualification, actions de qualification. Donc là, c'est pareil, vous allez retrouver différentes expérimentations, dont celle présentée par Agathe, et puis 2 ingénieries plutôt autour de l'évaluation, hein, donc les évaluations de compétences avec la démarche carte de compétences, et la partie plutôt aussi reconnaissance de compétences. Et donc là, vous allez pouvoir voir différentes illustrations qui ont été menées notamment sur les Hauts-de-France, sur le site FabMap. Et donc le projet sur 2022-2023 est de pouvoir accompagner par des experts qui ont été là tout au long des différents projets, donc des expérimentations dans les différentes régions qui seraient intéressées, auprès de différentes structures qui seraient intéressées pour pouvoir expérimenter la logique de maillon de parcours, hein. Donc la philosophie de l'AEFA, l'agenda européen de la formation des adultes, est de pouvoir proposer de la dissémination
de pouvoir être sur un levier d'innovation, d'aller vers des publics, des territoires, soit que l'on n'a pas, auprès de qui on n'a pas encore expérimenté, ou des structures qui n'ont pas été expérimentées. Mais pour ce faire, puisqu'on s'appuie aussi sur l'expérimentation FabMap et ce qui a pu fonctionner et les points de force et de progrès que l'on peut avoir, un des éléments importants que l'on a pu voir, c'était les implications. On a pu le voir avec Nirina ou Agathe, il y a eu, pour que l'expérimentation fonctionne, une forte implication des équipes de direction. Ces projets ne peuvent pas se mettre en place s'il n'y a pas une forte implication des équipes de direction, que ce soit dans un établissement scolaire ou dans un organisme de formation. Il faut que ça soit porté avec des chefs de projet qui soient bien identifiés. Ensuite, quand on est sur des organismes de formation avec des budgets, il est important que tout soit fortement aussi anticipé. C'est-à-dire que le projet EAFA va financer l'expertise donc des différents intervenants qui vont aller dans les structures, hein, donc vont financer des forfaits entre 6 et 7 jours d'intervention, autant sur la professionnalisation que sur la partie accompagnement de l'expérimentation. Donc il est important que les structures puissent se rapprocher soit de leurs financeurs, hein, donc on a vu dans le cadre de la réunion de clôture de FabMap qu'on avait 5 régions qui avaient pu être investies, que ce soit des conseils régionaux ou des métropoles. Donc, il y a vraiment des choses qui sont importantes à pouvoir auprès de qui il faut pouvoir se rapprocher dans les fonctions publiques, dans les pouvoirs publics pour pouvoir accompagner le financement, puisque c'est une expérimentation, c'est aussi financer des équipes, des formateurs, des outils, etc. Donc, nous allons lancer à partir de janvier, donc vous pourrez nous envoyer un mail à Joël et à moi-même si vous êtes intéressé, donc un appel à manifestation d'intérêt, un appel à manifestation d'intérêt dans lequel on vous demandera de pouvoir justement décrire le lieu, votre structure, le contexte, la problématique de départ. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de différents publics et de différentes problématiques. Pour vous, quelle est la pertinence de cette expérimentation et de professionnaliser en interne des équipes, hein, dans le cadre d'un véritable changement de paradigme, hein. Tout à l'heure, une question a été notée autour des habitudes scolaires, et puis là, on est vraiment sur une approche par les compétences. Et puis, surtout, ce qui va nous être intéressant pour pouvoir choisir les lieux d'expérimentation, c'est quelles sont les équipes pressenties, comment les équipes de direction se sont emparées de la démarche, comment ils ont anticipé la démarche, la professionnalisation des équipes sur le principe de carte de compétences, et puis est-ce qu'il y a déjà des budgets support qui ont été anticipés pour financer en interne le projet. Et donc, suite au recueil des AMI, donc courant janvier, nous reviendrons vers les structures qui seront expérimentées pour pouvoir les accompagner avec les experts que nous avons formés tout au long des différents projets et qui sont maintenant investis dans la suite dans le cadre de ce projet AEFA. Je sais pas si... Juste rajouter un mot, que dans cette AMI, il va y avoir quels sont les dispositifs que vous allez mobiliser. Parce que les fonds viennent de là, c'est-à-dire que vous n'allez pas mobiliser de nouveaux financements. Si vous allez quelque part martyriser les dispositifs existants. Tout ce qui a été fait dans la FabMap, on martyrise le dispositif de la région Nouvelle-Aquitaine de qualification dans une innovation. Donc, vous apportez aussi de l'innovation à votre organisme et aux financeurs, y compris ministère de l'Intérieur, préfecture, pour les dispositifs migrants. Donc, dans l'AMI, vous allez préciser quels sont les dispositifs que vous allez martyriser. Est-ce que c'est dans le cadre de l'alternance? Est-ce que c'est dans le cadre d'une mobilité européenne, par exemple, pour des demandeurs d'emploi? Vous voyez? Mais bon, tout ça, ça va être précisé dès lors que vous envoyez votre intérêt ou votre demande de renseignement à Joël Pochelu et à Stéphane Vince, qui sont les nouveaux pilotes de ce projet AEFA. Voilà. Donc, c'était une dernière question qui avait été posée. Donc, voilà, pour participer à l'expérimentation, donc vous nous envoyez un mail et on vous fera parvenir l'AMI. Et puis, une dernière question, c'était est-ce qu'on peut déjà utiliser la version bêta? Donc là, je pense par rapport à Pascal. Donc, je te laisse finir par rapport à ça, peut-être. Oui, merci Stéphane, c'est très clair et ça donne des perspectives à ceux qui sont là. Et puis, comme notre émission, notre atelier va être rediffusé, je pense qu'il va y avoir d'autres candidatures, d'autres demandes. La version bêta de Diagorient tout public est disponible. Vous tapez Diagorient sur Google et vous le retrouverez. Mais par contre, la version qui est orientée FabMap, il faut nous contacter par mail.
Donc, Stéphane, tu peux peut-être mettre le mail mon mail dans le chat. Et ce que je vous propose, c'est Pascal, c'est le troisième pied du projet d'avenir, là. Je mets le mail @beta.gouv.fr. Oui, tout à fait, ouais. Très bien. Ok. Dans ce mail, vous pourrez aussi nous solliciter pour un dossier documentaire. On va faire la synthèse de l'approche avec l'INETOP, par exemple, dans le milieu scolaire, mais également un peu d'écrit autour de la FabMap de RecTech. Et vous trouverez dans les sites internet en fait des ressources vidéo qui sont vraiment très intéressantes. Voilà, c'est 1 heure de vidéo, mais franchement, c'est vraiment très intéressant. Les retours des professionnels, des cas d'usage sont vraiment bien explicités. Et puis, on prend vraiment toute la complexité. Vous avez compris que nous, on ne vous vend pas en fait de l'accompagnement standard. Ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est d'entrer dans les choses complexes parce que les individus sont complexes. Et il ne s'agit pas de standardiser, d'homogénéiser l'accompagnement. Merci Stéphane. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour cet atelier. Il est 45, c'est la fin. Je voudrais remercier tous mes collègues et puis voilà, merci d'avoir participé à cet atelier. Merci, bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.